Je me trouvais un peu statique. C'est pas habituel que je filme comme ça, mais tant pis, ça va le faire quand même. Je continue cette série qui n'a jamais vraiment eu de commencement, qui n'aura jamais de fin sur la honte. Vous retrouverez l'ensemble des vidéos dans la playlist honte, plaisir, s'autoriser à être. Aussi plus de détails et une plongée plus en profondeur à travers mon livre S'autoriser à être, visage de la honte et voix du plaisir, et aussi à travers le programme qui l'accompagne, S'autoriser à être, les premiers pas pour se laisser être soi-même, guidé par le corps et par la voix. Mais aujourd'hui, je voulais revenir sur un insight qui m'est revenu en pleine face comme un boomerang. Et c'est ce qui arrive en fait quand on progresse, quand on évolue, on se rend mieux compte d'où on vient. La honte, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment quelque chose qui nous tient dans un étau, d'où les souffrances dans le corps, d'où l'impossibilité de s'exprimer, puisque de toute façon, physiquement, les carapaces se mettent en place pour empêcher les articulations, la respiration, le système digestif, les fascias, bref, empêcher tout le système de juste prendre place et être. Et par rapport à tout ça, m'est revenu ce thème qui semble annexe, mais qui est là-dedans, très lié en fait pour moi, cette culpabilité de ne pas être assez sociable. Et j'avais juste envie d'évoquer le fait que la sociabilité usuelle se fonde sur les ressemblances. Autrement dit, les gens en fait se rencontrent et créent des liens, des connexions au départ par affinité, de goûts partagés, de valeurs partagées, de ressemblances tout simplement. Il n'y a qu'à voir comment les rencontres se font en ligne, les critères en fait se font selon des mêmes appartenances. Et le mental fonctionne comme ça en fait. Le mental humain se raccroche à ce qui ressemble en fait à ce qui est déjà connu. Tout simplement par peur, par facilité, parce que c'est a priori plus facile de commencer à aborder quelque chose, quelqu'un, quand on a déjà des repères. Et on le sait, faire face à l'inconnu et rencontrer l'inconnu, ça fait peur. L'inconnu, il est en premier lieu à l'intérieur de soi. Je crois que vraiment le plus beau voyage qu'on fasse dans la vie, c'est le voyage qui va à la rencontre de soi. C'est un voyage immobile. J'aime appeler ça le pèlerinage dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Et c'est un pèlerinage d'ouverture à l'autre en fait. L'altérité se rencontre d'abord à l'intérieur de soi. Mais au cours de ce voyage, il y a évidemment des challenges, des défis. Et un des défis majeurs que j'ai rencontré moi, et que je rencontre toujours en fait, qui est plus facile à lever maintenant, mais c'est cette culpabilité, cette pression de ne pas appartenir à des groupes comme les autres en fait. C'est-à-dire de ne pas socialiser de la même manière que les autres. Donc les groupes se forment sur des noyaux en fait, de ressemblance et tout, qui peuvent être complètement valides, complètement fake. En fait, ça dépend le point de vue qu'on prend. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Je pense que c'est suffisamment parlant. Si vous me suivez encore jusqu'ici, vous pouvez rattacher ça à vos propres expériences. Et il y a tellement d'exemples de regroupements, de communautés, petites ou grandes, très discrètes ou très publiques, que j'ai pas besoin de nommer des étiquettes ici. Mais pour quand même nommer une étiquette, ne serait-ce qu'une, puisque c'est pertinent à propos de ce sujet, le fait d'être autiste, dans mon cas, moi, de la façon dont je vis, fait que je suis complètement en marge de tout ça la plupart du temps. Je comprends la logique des groupes. J'adore observer ça, parce qu'en plus, ça fait partie de mes passions. Il se trouve que tout ce qui a trait à la sociabilité, à la sociologie, et en particulier dans mon cas à la sociolinguistique, donc comment le langage en fait va moduler nos interactions, va nous influencer, et comment le rapport à l'autre en fait va influencer aussi notre langage. Ça, c'est ma grande passion dans la vie. C'est aussi le pourquoi de cette chaîne, c'est aussi le pourquoi de ma pratique avec le corps, la voix et les mots. C'est de dissoudre ces tensions et ces obligations qu'on se met parce qu'on croit qu'il faut parler d'une certaine façon pour être accepté, bouger d'une certaine façon pour être accepté, reconnu,
Au contraire, se dire, ben tiens, si je suis pas reconnue, c'est parce que j'ai pas fait comme ci et comme ça. Et j'adore observer ce qui se passe. Mais j'ai plus une position d'observatrice. J'ai fait partie d'un certain nombre de groupes divers et variés. Et ça n'a jamais été sur le long terme. Et pour moi, la honte persistait en fait, tant que je croyais qu'en fait, être sociable dans un groupe, ça voulait dire rester dans le groupe, être accepté dans le groupe et prendre sa place. Il se trouve que la place avec laquelle je suis plus à l'aise finalement, c'est être soit meneuse du groupe, leaduse, ce qui était complètement inattendu pour ma part parce que j'ai pas du tout le profil, jusqu'ici, j'avais pas du tout le profil de quelqu'un de leader, au contraire, on me voyait toujours comme quelqu'un en retrait, et c'était pas du tout toujours parce que j'étais soit timide, soit mal à l'aise, c'est aussi parce que j'avais beaucoup de choses à dire, souvent en contradiction, en opposition, ou beaucoup plus détaillé, plus vaste que ce qui était évoqué et pratiqué, que du coup, ben, je me réfrénais. Là, je ne vais pas détailler ça ici, j'en parle suffisamment dans mon dernier livre aussi, comment le fait d'avoir été un enfant précoce, comme on disait autrefois, enfin en tout cas un enfant qui savait des choses et qui s'est tu, le fait d'avoir été silencié, hein, consciemment, inconsciemment, hein, là je ne suis pas en train d'incriminer quoi que ce soit, qui que ce soit, mais de manière générale, avoir retenu ma parole parce qu'en fait j'en savais beaucoup et je voulais apporter des choses, fait que dans les groupes c'était pas possible. Parce que dans les groupes, l'idéal c'était d'avoir une sociabilité usuelle qui fait que voilà, chacun son petit rôle bien défini. Voilà, il y a celui qui mène, il y a celui qui écoute, il y a celui qui est un peu grande gueule, il y a celui qui est un peu bizarre, différent et tout. Et en fait, je me retrouvais jamais là-dedans, quoi. À partir du moment où, au niveau professionnel, déjà, je me suis retrouvée prof face à une classe, ben, j'étais un peu plus libre finalement de me sentir à ma place, mais c'est parce que le rôle était institué. Donc c'était un peu fake aussi, comme forme de rassemblement de sociabilité. Ça, le rapport prof-élève, c'est très particulier, je reparlerai sûrement par ailleurs, parce que c'est quelque chose qui, heureusement, est en train de s'effondrer et de se remanier d'une manière qui, je pense, va évacuer la honte du rapport sachant, ignorant, enseignant-enseigné. Et puis, par la suite, quand je me suis mise à faire ma propre activité autour du chant, j'ai pu me retrouver à nouveau leaduse, mais cette fois de groupe où il y avait beaucoup plus d'espace, où on faisait l'improvisation vocale, donc mener des circle songs m'a certainement aidé, à la fois en tant qu'observatrice et en tant que participante, à remarquer précisément qu'est-ce qui marchait ou pas. Pour moi, quelle est ma place dans le groupe? Quand je suis leader, où sont mes limites en fait? Où est-ce que je suis à l'aise? Et comment je peux me détacher du rôle attendu du leader? Maintenant, on parle plus de facilitateur parce que c'est plus soft et parce que ça induit un rapport moins frontal, certes, mais néanmoins, il y a des choses sous-jacentes qui peuvent se rejouer. Donc, il ne faut pas non plus se fier trop aux mots. Et comment, dans ce rôle particulier, je peux aussi redevenir participante de temps en temps. C'est ça que ça permet, hein, l'improvisation vocale, c'est justement d'aborder toutes les facettes connues et inconnues de nos rôles sociaux pour s'en libérer, pour s'en décrocher et pour retrouver une place où on est juste soi. Et ça, c'est un travail de fond, je dirais, que j'ai poursuivi depuis une vingtaine d'années quasiment, dont je ne soupçonnais pas la valeur et je n'aurais pas cru en parler aujourd'hui de cette façon-là, mais mine de rien, c'est bien ça qui fait que déjà aujourd'hui je suis libre d'en parler sans avoir honte, d'avoir été mal à l'aise, parfois de mener, parfois très à l'aise, d'avoir progressé grâce à ça. Donc c'est quelque chose qui s'est révélé être vraiment très instructif et c'est aussi quelque chose qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision très pointue et très fine de ce qu'est la sociabilité usuelle, de ses limites, des souffrances que ça peut induire, y compris quand on est autiste, et de l'immense potentiel de tout ce qu'on ne voit pas en fait, tout le reste, parce qu'on vit dans un monde où la sociabilité usuelle, c'est ça, je dirais, c'est quelque chose de très narrow-minded, enfin c'est un peu des œillères, ça apporte plein de choses, mais en fait les potentiels de reliance, de communication, d'échange sont
plus que 360 degrés. Hein. C'est des sens dont on n'a pas même conscience. Je pense que certaines personnes autistes qui ont peut-être un profil proche du mien peuvent très bien comprendre et saisir cela. À quel point on est limité par le langage verbal, limité par le langage qu'on appelle non-verbal, et tellement d'autres choses peuvent passer d'autres façons. Et donc j'avais envie de dire que en fait, c'est très facile de se sentir coupable parce qu'on ne se relie pas aux autres de façon normée. Mais c'est possible de s'enlever cette culpabilité-là aussi quand on se rappelle et quand on apprend et qu'on reconnaît les façons autres qu'on a de se relier aux autres. Encore une fois, c'est des choses que j'évoque par ailleurs dans mes livres, dans mes partages, dans mes programmes, donc je ne vais pas détailler ça ici, mais vous avez de quoi explorer sur mon site si vous le souhaitez, à travers la chaîne YouTube aussi. Et que dire de plus pour terminer? Je suis tellement emballée et passionnée par ça que je pourrais continuer des heures, mais pour rester un peu focus sur cette idée de sociabilité usuelle, je crois que c'est important soit de soi-même, si on en a l'élan, la force, l'énergie, que c'est juste d'exprimer, de témoigner, de montrer d'autres façons de se mettre en lien et en connexion aux autres, d'autres façons d'être dans des groupes. C'est ce que moi je fais professionnellement et dans la sphère privée. Et aussi, ou si c'est pas possible de le faire tout seul, de montrer un exemple, de trouver des endroits, des formes en fait de reliance, d'autres formes de communauté où on peut sociabiliser d'une manière décomplexée et où on ne se sent pas coupable d'être vu comme asocial. Donc ça peut être des espaces aménagés, mais ça peut être au-delà de ça, tout simplement, d'autres formes d'être en groupe, autrement que de dire le groupe c'est tant de personnes de telle heure, à telle fréquence, dans tel lieu, etc. À mon sens, la notion de groupe, je ne peux pas l'exprimer avec des mots, c'est tellement plus large que ce qui est véhiculé et ce qu'on en voit. Donc voilà, mon point ici, c'était de dire, dans une période où en fait, je trouve assez culpabilisant le message de dire c'est fini, le chacun pour soi, l'individualisme, regroupons-nous, faisons des communautés, on peut évoluer que grâce aux communautés. C'est assez culpabilisant, en tout cas ça l'a été pour moi, qui suis dans un chemin spirituel où l'autre a toute sa place, mais vraiment tellement, et où en fait ce qui m'a été proposé en matière d'évolution spirituelle et professionnelle aussi, en fait les sphères que je fréquentais au niveau professionnel et spirituel, dans le domaine du chant, dans le domaine de l'évolution spirituelle, étaient des groupes assez finalement normés. Je trouve important de se rappeler qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres formes, je pense, qui nous attendent si on les crée. Il y a d'autres formes qui existent aussi si on sait les trouver, si on a l'audace de les rejoindre. Et que tout est à recréer, redécouvrir. Et que le chemin d'être en paix avec soi, avec les autres, passe aussi par dire « Ok, c'est bon. Les autres, la vaste majorité des autres, fait ça. Rejoins des groupes, reste dans des groupes. » Et personnellement, ce que je me dis aujourd'hui, c'est oui, j'ai certainement une tendance à l'évitement. Je me suis définie comme une personne évitante, je dirais de mes 25 jusqu'à mes 35 ans. Ça a été un soulagement de le reconnaître. Et maintenant, je vois aussi qu'en fait, c'était surtout une technique de survie, bien sûr, c'est maintenant décrit comme ça, qui a une forme qui a été vue comme de la sociabilité. Et en fait, non. C'est juste que ma manière de sociabiliser n'est pas du tout la même, qu'elle n'est pas reconnue, qu'elle n'est pas toujours acceptée, et c'est pas grave. Et oui, je m'autorise aussi à rejoindre des groupes, même s'ils sont plutôt classiques. Seulement, je vais le faire selon des modalités différentes. C'est soit je vais mener le groupe moi-même, sans imposer, mais en ayant la place pour souffler de temps en temps, laisser les autres souffler aussi. Et aussi, quand je rejoins des groupes en tant que participante, je me laisse le droit de quitter le groupe à certains moments, soit pendant la réunion du groupe,
soit au bout d'un certain temps avec un groupe, je réalise que c'est bon, j'ai cheminé assez, puis je suis pas obligée de rester en fait, même si c'est ça qui est attendu et ce que la majorité des personnes font. C'est pas un échec, c'est pas un évitement. Voilà, pour clore, juste ma conclusion, c'est de dire, avant d'avoir honte systématiquement d'éviter quelque chose, je me repose la question. Est-ce que j'ai honte d'éviter ou est-ce que je suis simplement en train d'éviter de répondre à mon véritable besoin qui n'a rien de honteux? Mais ça demande de creuser, d'aller au-delà des apparences, au-delà de ce qui est vu comme normal, institué, pour redécouvrir tout simplement ce qui me fait me sentir juste à ma place, ici et maintenant, sachant que ça peut totalement bouger, que rien n'est figé, et que seul ce qui est normatif, que je m'impose moi ou que les autres semblent m'imposer, ça peut me faire du mal. Dès que je sors de ça, alors le champ des possibles se réouvre, la voix aussi, la voix qui parle, la voix qui chante, le corps qui peut se mouvoir, et aussi la voie, le chemin qui est le nôtre.